Bon, bien, bonjour tout le monde. Très content de vous accueillir à cette 32e Assemblée annuelle de notre régime de retraite. Alors, je m'appelle Boris May-Saint-Onge, je suis président du comité de retraite et j'aurai le plaisir de présider, d'animer, on pourrait dire aussi, cette Assemblée annuelle. Merci à tous d'être présents. Donc, il y a des gens en salle, il y a des gens en ligne. Alors, on va y aller tout de suite avec les points techniques habituels. Donc, on est en mode comodal, mode webinaire. Donc, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas, les gens en ligne. Si vous avez des questions, donc il y a le module questions-réponses qui est disponible. Donc, Martin et moi, on va regarder le module là, en cours de présentation pour pouvoir poser vos questions à l'Assemblée, y répondre également. L'Assemblée sera enregistrée et sera mise en ligne par la suite sur le site web pour pouvoir la consulter. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas réponse pendant l'Assemblée, mais ces réponses-là seront également mises en ligne là, après l'Assemblée. Voilà, donc on y va avec le point 1, ouverture de l'Assemblée et présentation des membres. Donc, je suis toujours très content de présenter les gens qui sont avec moi au comité de retraite. Vous voyez, ils sont séparés en plusieurs groupes. Donc, à gauche, on a les membres qui sont désignés par l'Université Laval et la PAPUL, donc Nicolas Fortin et Louis Vézina pour la PAPUL, et pour l'Université Laval, Nicolas Bouchard-Martel, Pierre Parent-Sirois et François Hudon, qui est membre externe. Et pour ce qui est de la partie de droite, donc c'est les membres qui sont nommés par l'Assemblée annuelle, donc deux par les personnes participantes actives, donc Louis-Frédette Nolin et moi-même, également pour les personnes participantes non actives, donc retraités, conjoints bénéficiaires notamment, et les gens en rente différée, donc on a Mme Louise Barbeau et M. Jean Grégoire. À chaque année, là, je tiens vraiment à remercier les membres du comité de retraite parce que c'est vraiment un travail d'équipe, puis on est vraiment chanceux de compter sur tous ces membres-là qui apportent chacun leur expérience, leur bagage, leur vision au niveau de la gestion du comité de retraite. Fait que c'est super enrichissant. Donc, je les remercie beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de siéger au comité de retraite. Et vous voyez, en 2024, on a eu 2 départs, Jacques Lachance et Valérie Gontier-Gignac. Pour des raisons, en fait, c'est des changements dans leur carrière. Jacques est parti à la retraite, donc il est obligé de démissionner. Il était représentant de l'université et Valérie était nommée par la PAPUL. Elle est devenue cadre, donc à cause de ces changements-là, ils ont démissionné de leur poste. Ils auraient voulu continuer, d'après les discussions que j'ai eues avec eux, mais malheureusement, c'était ça. Et je les remercie beaucoup pour leur engagement. Jacques, pendant 12 ans et demi au comité de retraite, Valérie, 7 ans et demi. Puis pas juste au comité, on les a aussi nommés sur des sous-comités. Des fois, il y a des sous-comités qui sont créés, donc ils ont vraiment un impact majeur au comité de retraite. Donc, merci beaucoup, Jacques et Valérie. Si vous êtes en ligne, là, merci de votre implication. Point 2 maintenant, l'adoption de l'ordre du jour, que vous avez reçu il y a quelques semaines avec la convocation. Vous voyez, je ne serai pas seul à prendre la parole aujourd'hui. Il y a Martin Latulippe qui est à ma gauche, qui est directeur général sortant. Je vais y revenir dans quelques instants sur le sortant. Et ensuite, les 3 directions Bureau de la retraite, donc Joël, Sébastien et Isabelle. L'Assemblée annuelle, c'est le moment de vous rendre compte de l'administration. On le fait dans le rapport annuel. Donc, la plupart des éléments qu'on va présenter aujourd'hui sont inclus dans le rapport annuel. Mais là, ça permet d'échanger puis d'avoir des questions. Fait qu'hésitez pas, si on ne répond pas à vos interrogations pendant l'Assemblée, de poser vos questions, puis on va y répondre au meilleur de nos connaissances. Alors, ça me prendrait une personne pour proposer l'adoption de l'ordre du jour et une personne pour la seconder. Donc, monsieur Conrad Verrette, parfait, proposeur et appuyeur, monsieur Éric Matteau. Alors, merci beaucoup pour votre implication. Ensuite, point 3. Adoption du procès-verbal de la 31e Assemblée que vous avez reçu en même temps que la convocation et l'ordre du jour. Donc, vous avez eu le temps de le consulter. Alors, je voulais savoir s'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions sur le procès-verbal de l'année dernière. On va laisser quelques secondes voir s'il y a des gens en ligne qui ont des questions, commentaires. Ça va? En salle, ça va? Alors, ça me prendrait une personne pour proposer et appuyer le procès-verbal qui était présente à l'Assemblée l'année passée. Mme Louise Barbeau et un appuyeur, M. Nicolas Fortin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va. Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Point 4 maintenant, rapport du président.
Petit point, vous allez remarquer dans la présentation, puis dans le rapport annuel aussi, hein, on a mis certaines images qui proviennent de nos gestionnaires en immobilier et en infrastructure. Donc, c'est une belle petite image de l'aéroport de Vienne, en Autriche. Donc, c'est intéressant de voir concrètement des investissements que vous avez. Vous savez, on a l'infrastructure, des placements privés, de l'immobilier. Donc là, ça permet de voir là, certains de ces investissements-là. Alors, rapport du président, ça, c'est le fun parce que je peux scooper certains éléments qui vont être présentés un petit peu plus tard. Bien, la première question, il faut savoir est-ce que le régime de retraite va bien? Oui, très bien. C'est la question principale, est-ce que ça va bien? On a-tu des cotisations? On est-tu en déficit? Est-ce qu'on a assez d'argent pour payer les rentes? Donc oui, ça va très bien. Puis je rappelle, au niveau d'un régime de retraite, oui, les rendements, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce que le plus important. Le plus important, c'est vraiment de comparer l'actif et le passif. Donc, le passif, c'est ce qu'on doit aux retraités, notamment et les gens actifs, donc toutes les rentes qu'on doit à ces personnes-là. Donc, il faut naturellement que l'actif soit plus grand que le passif. L'actif, bien, il varie de différentes façons. Il y a les cotisations que les gens vont verser, il y a les rendements qu'on fait naturellement sur nos placements. Le passif varie aussi de différentes façons, notamment l'espérance de vie. Si les gens vivent plus vieux, bien, ça va nous prendre plus d'argent. Si les progressions salariales sont plus grandes qu'anticipées, ça va prendre plus d'argent. Si les indexations salariales. Fait que, vous voyez, il y a plein d'éléments, il y a beaucoup d'éléments qui varient, qui fait varier le passif. Puis dans tout ça, le comité de retraite, qu'est-ce qu'il contrôle? À peu près juste le rendement. Tout le reste, on ne contrôle pas vraiment. On ne contrôle pas les cotisations. C'est les partis qui décident ça. On ne contrôle vraiment pas l'espérance de vie, naturellement. Votre progression salariale non plus. Donc, nous, on se concentre vraiment sur les rendements, puis on s'assure que l'actif soit toujours plus grand que le passif. Ceci étant dit, les gens veulent toujours savoir, on a-tu fait du bon rendement en 2024? Donc, oui, on va en parler un petit peu plus tard. Là. Vous voyez, le volet antérieur a fait 7,8, puis le second volet a fait 13,1. Donc, il en découle que ça va très bien. Donc, on va produire une évaluation actuarielle encore au 31 décembre 2024. C'est la 12e consécutive qu'on fait. On est tenu de le faire aux 3 ans, au maximum. Là, à tous les 3 ans, il faut déposer. Mais nous, la politique de financement nous dit de déposer annuellement lorsqu'il n'y a pas de coût additionnel. Donc, on s'achète toujours une année supplémentaire. Fait que là, on peut attendre en 2027 pour officiellement déposer une évaluation si ça ne va pas bien dans les 2 prochaines années. On peut aussi indexer les rentes du second volet. On va en parler un petit peu plus tard aussi, mais ça dépend toujours de la santé financière du régime. Donc, on les recalcule à chaque évaluation actuarielle. Ça va très bien pour l'indexation des rentes. On donne 100 % d'IPC. Même avec les IPC de 6,5, 4,6 qu'on a eu dans les dernières années, on donne 100 % de cette IPC-là. Et on a des marges aussi qui ont bien provisionné. Donc, on a un régime qui est vraiment solide, qui est bien positionné. S'il y a des corrections de marché, donc la question, ce n'est pas de savoir s'il va y avoir une correction de marché, c'est de savoir quand ça va se produire avec le contexte actuel. Donc, à chaque semaine, il y a des éléments, malheureusement, qui viennent impacter les rendements de marché. Un petit historique au niveau des rendements. Vous voyez, j'ai mis depuis 1999, les rendements du régime de retraite, en fait, du volet antérieur, là, qui est le plus gros volet dans le régime de retraite. Tout ce qui est en bleu, c'est des rendements positifs, puis ce qui est en rouge, c'est des rendements négatifs. Donc, heureusement, on n'a pas beaucoup de rendements négatifs. Quand on en a, par contre, ça fait mal. 2008, vous voyez, quasiment moins 17 % puis moins 10 en 2022. Et j'ai encadré une partie là, à partir de 2008 où il y a eu, vous connaissez tous ce qui s'est passé un peu en 2008, le régime au niveau des marchés financiers, la crise des papiers commerciaux notamment. Et là, le régime est devenu en déficit, puis ça a pris, malgré tous les bons rendements qu'il y a eu par la suite. Excusez, je vais fermer mon son, je m'entends à travers mon ordinateur. Donc, malgré tous les bons rendements qu'il y a eu par la suite, le régime a été déficitaire et en 2016, on n'était pas le seul régime en déficit à ce moment-là. C'était une crise que le Québec vivait, là, beaucoup de régimes de retraite. Donc, le gouvernement a légiféré. Il y a 3 lois qui ont été adoptées pour restructurer le régime de retraite. Notamment, il a fallu créer 2 volets, éliminer les déficits. Donc, depuis 2016, on a 2 volets, le volet antérieur et le second volet. Je veux reprendre ce graphique-là au niveau des rendements puis vous le présenter d'une autre façon. Tu sais, je vous disais, le rendement, ce n'est pas tout ce qui compte dans un régime de retraite. Donc là, j'ai pris depuis la restructuration juste le volet antérieur. La ligne orange, c'est le rendement espéré par l'actuaire. Donc, à chaque année, l'actuaire va dire, pour que le régime soit viable à long terme, vous devez réaliser tel rendement. Vous voyez, le rendement, il est toujours autour à peu près de 5 %. Donc, logiquement, on pourrait dire, hey, si je fais plus que ce que l'actuaire espère, on fait un gain au niveau du régime de retraite. Ce serait logique de penser ça parce qu'on fait plus de rendement qu'espéré. Maintenant, les histogrammes, j'ai mis des couleurs. En bleu, ça veut dire qu'il y a une amélioration au niveau de la santé financière du régime de retraite.
En rouge, ça veut dire qu'il y a une détérioration au niveau de la santé financière. Puis là, ce n'est pas un problème qu'il y a une détérioration, c'est normal. Les marges, ils varient, ils sont là justement pour absorber des variations. Donc, c'est normal qu'on ait du rouge puis du bleu. On ne peut pas juste avoir du bleu, sinon les marges augmenteraient à l'infini. Il y aurait quelque chose de pas correct dans notre design. Donc, c'est normal que ça varie, mais là, je veux porter votre attention sur 2020, où, malgré le fait qu'on a fait 2 fois plus de rendement qu'espéré, au niveau de la santé financière du régime, quand on regarde l'actif et le passif, on s'est détérioré légèrement. Je vous l'ai mentionné, il y a plein d'éléments qui rentrent dans cette équation-là. Un autre élément intéressant, c'est 2022, où je vous ai dit qu'on a fait moins 10 de rendement sur l'actif. Bien, malgré ça, la santé financière du régime s'est améliorée. Ça n'a pas de sens, on a perdu 10 ces marchés. Oui, mais il y a plein d'autres éléments qui ont joué sur le passif qui ont fait qu'on a augmenté nos marges après cette année-là à cause de toutes les hypothèses qui sont utilisées par l'actuaire. Donc, il faut vraiment regarder l'image complète, puis c'est toujours ça qu'on fait au comité de retraite. Donc, l'impact dont je l'ai mentionné, bleu positif et rouge négatif. Et 2024, vous voyez, on a fait un peu plus qu'estimé par l'actuaire. On a augmenté aussi un petit peu nos marges l'année dernière. Plusieurs nouveautés qui vont être présentées en cours d'assemblée. Les achats de rente, qui est le gros morceau au niveau des placements, là, 140 millions. Martin va vous en parler dans quelques instants au point 8. On a changé de firme actuarielle pour nous accompagner dans les évaluations actuarielles et nos politiques de placement. C'est par bonne gouvernance. Donc, ça faisait 8 ans qu'on avait les précédents conseillers. C'est quand même les professionnels qu'on utilise le plus au comité de retraite, là, la firme actuarielle. Et on n'avait pas d'enjeu nécessairement avec l'ancienne, pas nécessairement, on n'avait pas d'enjeu avec la précédente firme. Juste par bonne gouvernance, on est allé au marché, on a pris ceux qui, rapport qualité-prix, nous offraient en fait, la qualité était là et avec les prix. Donc, c'est une matrice, comme vous connaissez, lorsqu'on fait on va au marché. 2 amendements mineurs qu'on va vous présenter aussi, mais vous avez déjà eu toutes les informations à travers les communiqués. Quelques modifications au niveau de la politique de placement et notre politique d'investissement durable qu'on a depuis 20 ans, mais qui a été modifiée quand même sensiblement il y a 2 ans. Donc, on va vous présenter quelques éléments au niveau de cette politique-là. Au niveau du service aux participants, à noter la hausse quand même considérable de dossiers traités. Isabelle va en parler dans quelques instants. Il y a vraiment eu beaucoup de demandes supplémentaires l'année dernière, liées notamment aux ententes de transfert. Mais malgré tout ça, il y a toujours eu un excellent taux un haut taux de satisfaction des participants lorsqu'ils font affaire aux services, quand ils utilisent les services du Bureau de la retraite. Donc, je marque la qualité du travail, les compétences du personnel. Donc, il y en a plusieurs qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore pour tout le travail que vous faites. On est vraiment choyés de vous avoir comme employé, le professionnalisme que vous avez, puis l'engagement que vous avez, les compétences que vous avez. Donc, merci beaucoup pour le travail fait pour les participants du régime. Certaines améliorations au niveau des outils de communication. Donc, Isabelle va vous en parler un petit peu plus tard. Je termine avec la structure de gouvernance. Donc, depuis 2020, donc ça fait 5 ans, on a une nouvelle structure maintenant. On a les 4 comités de retraite qui ont délégué, dans le fond, l'administration et la gestion des régimes de retraite au bureau de la retraite. En fait, c'était comme ça avant. En fait, il y avait 2 entités avant. Maintenant, il y en a juste une, le bureau de la retraite, qui est chapeauté par un conseil d'administration et différents comités. Donc, vous avez toute la structure, les membres aussi, comment ils sont nommés sur ces comités-là dans le rapport annuel. Donc, je ne rentrerai pas en détail. Il n'y a pas eu de changement dans cette structure de gouvernance-là. Puis, au niveau du bureau de la retraite, donc l'équipe interne, on a 27 personnes, c'est une très belle équipe, là, avec Martin Latulippe, là, qui est directeur général sortant, et les 3 directeurs, Joël, Sébastien et Isabelle, qui vont présenter chacun des parties aujourd'hui. Donc, directeur général sortant, pourquoi? Parce que Martin nous a annoncé qu'il allait prendre sa retraite en janvier 2026. Désolé, je deviens émotif quand on parle d'une très longue et belle relation. On est chanceux, on va avoir une excellente nouvelle directrice qui est Pascale Simard, qui est rentrée en poste hier. Elle a commencé son mandat en juin, le 16 juin, qui était hier. Ce n'est pas elle qui va présenter les dossiers aujourd'hui, ça va être Martin, vous comprendrez pourquoi. Par contre, on va avoir une belle période de transition. Donc, Martin part en janvier 2026. Pascal vient de rentrer. Donc, on prévoit une transition qui va très bien se faire entre les 2 directions. Et je veux quand même dire quelques mots tout de suite au niveau du départ de Martin. Je vais peut-être penser le faire à la fin, mais on va casser ça tout de suite. Donc, Martin
On a célébré tes 30 ans à l'automne. Pour ceux qui ne le savaient pas, Martin a célébré ses 30 ans au Bureau de la retraite l'automne passé. Puis les 30 ans, en fait, c'est la création du Bureau de la retraite. Martin était le premier employé du Bureau de la retraite, quasiment 31 ans, dans le fond. L'automne prochain, ça va faire 31 ans. Puis après plusieurs mois, au mois de juin, il y a une deuxième ressource qui est engagée, qui est Diane Bernier. Elle a célébré ses 30 ans la semaine dernière. Et elle est encore employée au Bureau de la retraite. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Malheureusement, Diane n'est pas là aujourd'hui. J'aurais aimé ça la remercier, la féliciter. Elle est coordonnatrice aux opérations. Elle est en vacances actuellement, mais je veux quand même féliciter ses 30 ans au Bureau de la retraite. Alors, Martin, à mon nom personnel, mais surtout au nom de toutes les personnes participantes des 30 dernières années, merci beaucoup pour ton engagement, ta fidélité, ton professionnalisme, ta rigueur et pour beaucoup d'autres belles qualités et valeurs qui t'habitent. Tu as su bâtir à travers les années une équipe exemplaire qui fait l'envie de plusieurs organisations. Tu dirais probablement qu'il n'y a pas grand-chose, tu n'y es pas pour pas grand-chose, parce que c'est un travail d'équipe, mais comme dirigeant, on influence beaucoup plus qu'on croit l'organisation. Tu avais plusieurs rôles, dont celui de directeur général du Bureau de la retraite, mais ce qui est le plus important pour nous ici aujourd'hui, c'est que c'était le secrétaire du comité de retraite du régime des professionnels. Donc, à cet égard, je dois te remercier et te féliciter pour la qualité de ton travail, ton souci des détails, l'aisance pour vulgariser des concepts complexes et pour l'innovation dont tu as toujours fait part. D'ailleurs, petite anecdote, à la dernière rencontre du comité de retraite, Martin est encore arrivé avec des nouveaux outils, des nouveaux documents qu'il venait de préparer pour augmenter la qualité de la gestion, de la gouvernance du régime de retraite. Donc, malgré qu'il est au début, en tout cas, il va partir à la retraite très bientôt, il est encore en train de développer des super outils. Alors, comme président, je ne pouvais espérer un meilleur secrétaire et je suis convaincu que mes prédécesseurs, il y en a eu 5, en fait, je suis le 6e président du comité de retraite, penseraient exactement la même chose. Donc, merci 3527 fois. Alors, Martin, as-tu une idée de ce que représente les 3527 fois? Non? C'est le nombre de participants actuels au régime de retraite. Je suis un peu déçu, là, je pensais te dire, hey, Martin, super, tu connais tout au niveau du régime de retraite. Non, ouais, effectivement. Alors, je voudrais qu'on donne une bonne motion de remerciement à Martin, une bonne main d'applaudissements. Alors, pour tout le travail accompli, on te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite des choses, en sachant pertinemment que tu ne pourras pas avoir autant de bonheur quand on est avec nous autres, mais quand même, on t'en souhaite. Fait que bonne fin de mandat et bonne retraite en 2026. Voilà. Donc, on continue. Alors, quoi de mieux, après ces mots, de parler de chiffres? Pour avoir un sujet intéressant, et je le dis sans ironie quand même, parce qu'on a eu des bons rendements. Donc, j'invite Sébastien Chabot, qui est directeur de l'équipe placement, à venir prendre la parole. Sébastien, il a une formation en finance, il a un titre de CFA, 33 années d'expérience dans le domaine du placement, dont 13 au bureau de la retraite. Donc, à toi la parole, Sébastien. Donc, je vais essayer de rajouter des choses que vous avez déjà dit. Le micro fonctionne pas. Vous m'entendez? Je vais parler plus fort. Non, mais viens. Alors, bonjour tout le monde, Sébastien Chabot. Donc, ça me fait toujours plaisir de venir vous voir au moins une fois par année. Donc, on va couvrir les activités que l'équipe placement a faites pendant 2024. Donc, la première chose, c'est qu'on a mis à jour nos politiques stratégiques en infrastructure, en immobilier et en placement privé. Ces 3 programmes qu'on gère à l'interne, on engage des sous-contractants pour être capable d'aller chercher différents produits, mais le portefeuille lui-même est designé à l'interne et on gère ces proportions-là, ces stratégies-là, des politiques, ce qu'on a mis à jour. Deuxième chose, on a mis un nouvel outil de rendement historique à plus long terme. C'est des choses qu'on avait eu à combler. Du côté des placements traditionnels, on a déposé une recommandation de changement d'un gestionnaire d'actions mondiales à grande capitalisation. On a 3 gestionnaires dans ce créneau-là. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les 3 gestionnaires ensemble avaient encore des biais de style par rapport aux indices de référence. On voulait neutraliser ces styles-là pour être capable d'avoir un portefeuille qui performe relativement bien dans tous les environnements de placement. Donc, ce qui a fait qu'on a licencié un de nos gestionnaires et on l'a remplacé par un autre. Ensuite, on a l'implantation des nouvelles stratégies des portefeuilles d'obligations. Essentiellement, les régimes, incluant le vôtre, nous ont demandé d'avoir des portefeuilles obligataires qui avaient des durées déterminées. Une durée, c'est quoi? C'est le niveau de sensibilité de la valeur des obligations en fonction des fluctuations de taux d'intérêt. Donc, dans les stratégies que les comités de retraite ont choisi de retenir,
il y avait des nouveaux types de portefeuilles qui étaient nécessaires. Ensuite, suivant l'adoption de la nouvelle politique de placement l'année passée, le régime nous a demandé aussi d'avoir un portefeuille de crédit au niveau canadien. Donc, on a embauché un gestionnaire d'obligations corporatives qui s'appelle Canso. Ensuite, un autre changement qui est venu avec vos révisions de politique de placement l'année passée, c'est que vous avez décidé de réduire votre poids en immobilier d'à peu près 5 et d'investir cette somme-là dans un portefeuille de prêts directs. Donc, on a commencé le prêt direct, c'est un nouveau produit pour le fonds commun. On vise un portefeuille d'à peu près 200 millions d'euros ou de devises américaines. Donc, on le fait en 5 blocs. On a fait les 2 premiers blocs. Donc, on a fait un bloc aux États-Unis dans un fonds de prêt direct américain. On a fait le 2e bloc dans un fonds d'euros, qui est le fonds que vous avez là, en prêt direct européen. Et présentement, on se prépare à faire le 3e bloc vers la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, pourquoi qu'on fait ça par bloc et de façon systématique comme ça? C'est qu'on veut avoir une diversification par millésime. C'est qu'on ne veut pas que notre argent rentre dans le marché tout en même temps, parce qu'on voit qu'il y a une corrélation entre le moment d'entrée et les résultats en bout de ligne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on diversifie notre portefeuille à travers le temps. Ensuite, au niveau des placements alternatifs en immobilier, comme vous pouvez voir, on diminue la valeur des portefeuilles. Donc, on a demandé des retraits dans nos divers fonds ouverts. Donc, certains, comme Morgan Stanley, ça va relativement bien. On a reçu à peu près 47 millions des 132 demandés. CBRE PEC, c'est notre fonds européen. On a reçu 10 millions des 30 millions demandés. Et pour TD Greystone, ça prend un peu plus de temps. Mais on peut se permettre d'avoir un certain délai de ce côté-là. Pourquoi? Parce que cet argent-là s'en va dans les prêts directs. On le fait graduellement, donc on a un bon temps entre les deux pour être capable de faire la transition. Au niveau de l'infrastructure, vous voyez qu'on a eu des retraits de 90 millions. C'est simplement parce que l'infrastructure a très bien fait relativement parlant et on s'est retrouvé surpondéré dans cette classe d'actifs-là. Donc, il a fallu diminuer notre pondération en infrastructure. Ensuite, au niveau des placements privés, on utilise un peu la même stratégie qu'on utilise pour les prêts directs que je vous présentais, c'est qu'on a une diversification par millésime. Notre portefeuille est mature, notre portefeuille est en fait très, très mature, mais à chaque année, il faut qu'on fasse des investissements additionnels pour maintenir notre diversification par millésime, pour avoir un portefeuille qui est le plus diversifié possible à travers différents indicateurs. Donc ici, je ne passerai pas beaucoup de temps, essentiellement lorsque il y a tellement eu de différences entre ce qui se passait à la fin d'année et présentement avec l'arrivée de M. Trump. Essentiellement, l'environnement qu'on avait à la fin de 2024, c'est que toutes les économies allaient relativement bien. On était dans une période de prospérité où, là, présentement, on est dans une période où il y a une volatilité qui est intense. À la fin de l'année passée, on ne s'attendait pas vraiment à avoir un ralentissement économique. Là, présentement, c'est quasiment un consensus qu'on va avoir un ralentissement économique au courant de la prochaine année. Et un peu comme Boris disait, des fortes chances d'avoir une correction boursière ou du moins une dévalorisation des marchés boursiers. Mais lorsqu'on regarde 2024 et 2023 ont été 2 années exceptionnelles en termes de performance. Donc, à gauche sur le graphique, vous voyez le MSCI Monde. On a eu 21 % en 2023 et 29 % en 2024. Donc, c'est 2 années excessivement prospères pour les marchés boursiers. Si on regarde ça de façon isolée, on pourrait s'attendre à avoir des rendements qui sont beaucoup moindres au courant des prochaines années ou un rendement négatif au courant de cette année. Pour l'instant, ça ne s'est pas matérialisé, mais c'est quelque chose qu'on attend. Qu'est-ce qui est arrivé pendant les 2 dernières années? C'est les cycles technologiques et de télécommunications qui ont très, très bien fait, qui ont littéralement porté tout le marché. Le deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle les 7 magnifiques. C'est Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon et Nvidia, qui sont des titres de technologie qui ont eu des performances absolument exceptionnelles. On parle de rendement de 82 % pour l'année 2024. 82 % ce n'est pas des rendements qui sont normalement associés à des titres qui ont une très forte capitalisation, d'où l'idiosyncrasie du moment, c'est que c'est très rare que des circonstances comme ça arrivent. C'est un moment aussi qui est très dur pour nos gestionnaires actifs qui, eux, ont tendance à avoir des portefeuilles qui sont très diversifiés.
qui ne sont pas nécessairement concentrés dans 7 titres comme ça. Donc, lorsque vous avez 7 titres qui font la part du lion des rendements au niveau des marchés boursiers, les gestionnaires actifs ont beaucoup plus de difficultés à suivre les rendements des indices. Ceci étant dit, au niveau des rendements des volets, ça va relativement bien. Donc, on regarde les rendements 1 an, 7,8 pour le volet antérieur, 13,1 pour le second volet. C'est bon, mais ce qui est plus important pour vous, c'est de regarder les rendements à plus long terme. Donc, moi, j'attirerai votre attention sur les rendements 5 ans et 10 ans lorsqu'on les a. Donc, on parle d'un rendement de 3,5 pour le volet antérieur pour le 5 ans et un rendement de 6,9 pour le second volet. C'est quoi la différence entre les deux? C'est essentiellement le niveau de maturité des régimes. Le niveau de maturité affecte la répartition d'actifs. Donc, un régime qui est moins mature, plus jeune, a plus d'actions, donc va tendance à avoir des performances plus élevées qu'un régime qui est plus mature, comme les volets antérieurs. Donc, au niveau des projets en cours, comme je vous disais, nous, on poursuit la construction de notre portefeuille de prêts directs. Donc, ensuite, le transfert des fonds vers le nouveau gestionnaire d'Action mondiale, on est en train de faire ça littéralement cette semaine, donc ça va être terminé pour le 2e trimestre. Côté des placements alternatifs, la vigie se continue. Donc, on a 2 transactions additionnelles à faire au niveau des fonds d'infrastructure au courant des 2 prochaines années. Ça va être des transactions d'à peu près 30 millions de dollars chacune. La première transaction devrait se faire probablement au premier trimestre 2026, puis la deuxième probablement à la fin 2026-2027. Encore là, pour maintenir notre plein investissement au niveau du programme et maintenir notre diversification par millésime au niveau du programme d'infrastructure. Au niveau des placements privés, notre vigie continue. On est surpondéré au niveau des placements privés. Donc, présentement, notre stratégie se limite à regarder des fonds de placement privés européens et qui ne sont pas en technologie. Pourquoi? Parce qu'on est surpondéré aux États-Unis, on est surpondéré en technologie. Donc, on rééquilibre passivement le portefeuille vers les cibles qu'on veut obtenir. Donc, pour ce qui est de la section des rendements, ça ferait le tour. Si vous avez des questions immédiatement ou si vous avez des questions après la réunion, moi, je vais rester un peu après, donc vous pouvez venir me voir, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Ça va pour les questions? Ça va pour les questions? Merci beaucoup, Sébastien. Donc, j'invite maintenant Joël Jonca. On va parler de comptabilité, donc du rapport financier ajusté. Donc, Joël est directeur de la direction comptabilité et contrôle au Bureau de la retraite. C'est une formation en comptabilité. Il y a un titre CPA. 19 ans d'expérience, dont 10 au Bureau de la retraite. Donc, Joël, je te laisse la place. OK, merci Boris. Pourquoi que j'ai ajouté le mot « ajuster », là? C'est pas parce que, comme certains disent, je suis extrêmement créatif. Je ne trafique pas les chiffres. Votre actif net, là, en dessous, c'est le même actif net que vous avez dans vos états financiers audités, qui sont audités justement par notre firme Ernst & Young, qui sont aussi passés par le comité d'audit. Donc, la seule différence, c'est qu'on vient mettre 100% des frais que vous avez. Il n'y a aucun, de connaissance, il n'y a aucun autre régime, et pour avoir parlé à plusieurs régimes, il n'y a aucun autre régime qui sont aussi transparents que ça. C'est qu'on creuse vraiment loin. On parlait d'immobilier, d'alternatifs. D'habitude, on ne voit jamais ces frais-là. Nous, on va les extraire, puis on vous les met pour vous voir que vous voyez exactement c'est quoi les frais que vous avez payés. Donc, la place revenu-placement et la place frais, vous n'allez pas voir la même affaire dans vos états financiers. C'est là l'ajustement. Un dans l'autre, vous allez juste voir les frais d'administration, donc les frais du bureau de la retraite, les salaires, les frais des auditeurs, les frais aussi des actuaires, ouais, qui est une bonne partie des frais professionnels. Mais vous n'allez pas voir les frais de gestion parce que vous êtes dans le fonds commun de placement, qui est la fiducie, qui est elle qui paye les frais de gestion. Mais les états financiers sont aussi audités par Ernst & Young, puis ils sont disponibles sur demande, il n'y a aucun problème, vous pouvez les consulter si vous faites la demande au bureau de la retraite. Si je passe directement, je vais continuer sur les frais. Cette année, vous pouvez voir, c'est quand même assez élevé dans ce pourcentage-là. Puis
La réponse, c'est pas moi qui le dis, c'est Sébastien. 2023-2024 étaient des années exceptionnelles. Dans les frais de placement déduits, si on prend les frais facturés, là, c'est vraiment les obligations puis les actions, c'est quand même assez stable. Ça va juste varier selon est-ce que vous avez plus d'argent ou moins d'investi normalement. Les taux se maintiennent toujours là, en bas de 40 points de base, 0,4 qui est vraiment très avantageux là, si vous comparez à la Caisse populaire où est-ce que vous allez acheter un fonds commun d'action à 1,5 de frais de gestion. Les frais reliés au placement déduit, c'est ceux-là qu'on vient rajouter, qu'on vient vous montrer, que vous allez voir aucunement ailleurs dans d'autres régimes. Ça, c'est tous les frais des placements alternatifs. Puis cette partie-là est assez particulière parce qu'ils ont des structures qui marchent selon les rendements. Il y a une structure de frais de gestion normale. Après ça, tu as une bonification de rendement. Fait que plus ces gestionnaires-là font de rendement, plus on va leur payer de frais parce que c'est des bonus de performance. Fait que c'est là que ça vient, 2023-2024, c'est des années quand même assez exceptionnelles au niveau des rendements des catégories alternatives. Fait que les frais sont très élevés. Ça représente la majorité de vos frais, même plus, là, à peu près 70 de vos frais. Les années où les rendements vont être moindres, ça va descendre en bas de 50-30 de vos frais, mais on veut des bons rendements, fait qu'aussi bien avoir ça le plus élevé possible. Fait que pour cette partie-là, c'est l'explication du rapport ajusté, et puis ça explique aussi pourquoi les frais sont plus élevés cette année. Fait que sinon, tout ce que je peux dire, c'est que j'adore le régime parce que c'est un cash flow positif, aucun problème avec votre régime. Continuez comme ça, tant et aussi longtemps que je vais être ici. On voit d'ailleurs la projection pour 2032, le second volet va prendre beaucoup de maturité. Pour les frais, si vous revenir, Sébastien, là, faire du pouce, Joël, pardon, je voulais revenir sur les mots de Sébastien aussi. Comme Joël mentionnait, les frais déduits, habituellement, on ne voit pas ça dans les audits des autres régimes. Donc, nous, on creuse pour aller chercher ces frais-là. Si on ne les mettait pas, nos frais seraient de 0,30, à peu près, là, une règle du pouce, ça serait 0,39 si on veut comparer à des fonds communs ou des fonds négociés en bourse, ça, que c'est 1,5-2 c'est avec le 0,39 il faudrait le comparer, parce que là, c'est les actifs qui sont un peu équivalents. Donc, comme Joël l'a mentionné, ça peut paraître élevé, mais c'est parce qu'on creuse par bonne gouvernance pour vraiment aller chercher tous ces frais-là et les comprendre pour s'assurer qu'on en a pour notre argent. Comme il mentionnait, s'il y a des très bons rendements, on a des très gros frais, mais que la différence entre les deux fait qu'on a une valeur ajoutée, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne l'action. Donc, ça permet d'avoir vraiment l'image complète des frais. C'est bon? Comme à chaque année, oui? Ça fait mon tour. Pardon? 2 minutes, c'est à peu près mon temps. D'accord. Merci, Joël. Merci. Donc, on passe la parole à Martin Latulippe, qui est directeur général sortant du Bureau de la retraite. Formation d'actuariat, Martin, je l'ai mentionné, ça fait 30 ans qu'il est au Bureau de la retraite, mais en réalité, il avait travaillé un petit peu avant ailleurs. Donc, il a 34 ans d'expérience en administration de régime de retraite, dont 30, bientôt 31 au Bureau de la retraite. Donc, je te laisse la parole pour l'évaluation actuarielle. Merci, Boris. Merci pour le mot. C'est très, très apprécié. Toujours été heureux de travailler pour les régimes de retraite à l'Université Laval, mais j'ai décidé d'avoir d'autres projets pour les prochaines années. Donc, pour l'évaluation actuarielle, comme le disait Boris, on a parlé beaucoup là, de l'actif avec Sébastien et Joël, mais l'évaluation actuarielle vient montrer l'état de la santé financière du régime de retraite. Et bien entendu, depuis 2016, on regarde la santé financière de votre régime en deux parts, étant donné qu'il y a deux volets. On fait comme une évaluation actuarielle pour le volet antérieur et une évaluation actuarielle pour le second volet. Donc, si on commence bien entendu par le volet antérieur qu'on identifie comme étant le volet fermé, parce que tous les nouveaux adhérents depuis 2016 ne font qu'entrer, si on veut, dans le second volet, acquièrent des droits dans le nouveau volet seulement. Donc, au niveau de la capitalisation, très bonne santé financière là, du volet qui est à 100%, qui est stable. Là, les mots en italique, c'est un peu par rapport à l'évaluation actuarielle précédente. Donc, on voit une situation stable. L'excédent d'actifs est au même niveau qu'au 31 décembre 2023. La solvabilité s'est quand même améliorée. Là, puis vous voyez que même depuis le début de l'année 2025, on est au 1er juin, parce que depuis un certain temps, on évalue la solvabilité du régime sur une base mensuelle. C'est certain que ce n'est pas une évaluation
complète du régime de retraite, mais de façon estimative. L'actuaire du régime l'établit mensuellement, donc on serait presque à 100% là, au 1er juin. On était à 97,6 et on était à 96%, pardon, j'enlève mes lunettes, on était à 96% au 31 décembre 2023. Si on regarde quelques indicateurs de maturité, parce qu'on en parle depuis le début, là, que le régime, c'est un régime mature, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de participants non actifs que de participants actifs dans le volet antérieur, donc un ratio d'à peu près 0,7. Il y a 64% du passif ou des obligations du régime de retraite qui sont pour des participants qui ne sont plus actifs. Puis je vous dirais que ça, si on regardait, puis on va le voir à l'acétate suivante, là, on était à 73% avant l'achat de rente, là, donc on était quand... C'est des pourcentages qui vont augmenter, bien entendu, dans le temps, mais là, c'est comme si le régime ou le volet avait rajeuni dans la dernière année, mais c'est un effet des achats de rente qui ont été effectués. La même chose au niveau du flux financier, lorsqu'on compare les cotisations et les prestations, bien, c'est un flux négatif pour le volet antérieur de 22 millions. En réalité, c'est plus que ça, là, étant donné qu'il y a eu un virement de cotisation résultant d'un amendement qu'on va vous reparler plus tard. Là. En réalité, on parle d'à peu près 37-38 millions de décaissement sur une base annuelle pour le volet antérieur. Donc, vous avez ici un peu plus de détails au niveau de la provision ou des engagements du régime de retraite envers les participants actifs. Là, on parle de 170 millions, 288 millions pour les retraités. Et c'est là qu'on voit aussi l'effet de l'achat de rente. Parce que même si c'est un achat de rente, c'est un placement. La législation requiert que lorsqu'on regarde la situation de capitalisation du régime de retraite, on doit retirer de la valeur de l'actif et du passif les rentes qui ont fait l'objet d'un achat de rente. Donc, c'est pour ça qu'on voit une diminution d'à peu près 125, 130 millions de la provision entre 2023 et 2024. Mais en réalité, cet engagement-là envers les retraités, il est toujours là. C'est juste que pour évaluer la capitalisation, en solvabilité, on doit le maintenir comme ça. Là. On a retiré de l'actif à peu près 125 millions, puis on fait également la même chose au niveau du passif, mais on voit que globalement, la situation demeure à l'équilibre. Pour le second volet, qui est le nouveau volet depuis 2016, on voit que lui est encore relativement jeune. Là, si on regarde au centre, là, le ratio de participants actifs est à 2,7. Donc, il y a 2,7 participants actifs pour un retraité, alors que dans le volet antérieur, on était en deçà de 1. Volet également qui demeure en excellente santé financière, là, avec un degré de capitalisation de 100%. Là, disons qu'on est un petit peu en haut de 100%. On devrait arriver à 100, mais là, il y a une technicalité, encore une fois, de la loi là, qui fait en sorte qu'au 31 décembre, on est à 100,6%. Mais au 1er janvier, là, s'il y avait eu une prise de photo le lendemain, on serait revenu à 100%. Donc, c'est juste de la façon que Retraite Québec veut qu'on comptabilise certaines choses. Donc, un léger excédent d'actifs d'1 million, un degré de solvabilité là, qui est ici au-delà de 100%, qui est même à 110% là, au 1er juin 2025. Donc, c'est une situation là, qui s'est améliorée dans les deux volets là, au cours de la dernière année. Maturité, j'en ai parlé un peu. Là, vous voyez également le poids du passif ou des engagements envers les retraités qui est à 21%, comparativement à plus de 60% dans l'ancien volet. Et le flux financier ici qui est largement positif parce qu'il y a très peu de prestations, très peu de retraités. Puis les rentes des retraités, la majeure partie de leur rente est dans le volet antérieur. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est en flux positif, là, puis on va l'être encore pour un très bon nombre d'années, d'au-dessus de 25 millions. En réalité, si on tenait compte du transfert qu'il y a eu vers le volet antérieur, c'est un flux positif de 43 millions au cours de l'année 2024. Dans le second volet également, il y a les cotisations des participants actifs qui entrent. Donc, on voit qu'au niveau de la cotisation d'exercice, parce que ça, c'est un élément également que l'actuaire doit évaluer dans l'évaluation actuarielle, on parle d'une augmentation de la cotisation d'environ 6%, qui s'établit à 14,3% pour l'année 2026. Parce qu'il y a toujours un décalage d'1 an là, pour les cotisations, puis on va le voir un petit peu plus loin. Là. En réalité, ça ne va pas changer la cotisation que les participants actifs ou l'employeur versent dans le régime de retraite, parce qu'il y a un arrimage avec la cotisation de stabilisation. Là, on voit que globalement, ça reste à 18,3%, si on ne tient pas compte ici de la quote-part pour l'ancien volet pour les frais. Mais si une augmente, la cotisation de stabilisation diminue et vice-versa. Et l'autre élément, c'est l'indexation des rentes. Dans le second volet, c'est une indexation qui est ponctuelle, qui est établie en fonction du niveau de financement. Puis comme je l'ai mentionné, là, étant donné la très bonne santé financière du second volet,
Puis maintenant, il y a comme 2 niveaux d'indexation pour les rentes de retraite du second volet, c'est-à-dire un premier niveau pour les 10 premières années et un second niveau par la suite. Avant l'évaluation actuarielle 2024, le second niveau ou le second palier d'indexation était à 89 %. Et là, maintenant, l'évaluation actuarielle permet de le ramener à 100 % là, à compter du 1er janvier prochain. Donc, ce qui fait en sorte que, grosso modo, toutes les rentes sont pleinement indexées ou à 100 % de l'IPC pour les 3 prochaines années. Mais il faut toujours se rappeler qu'on parle des rentes du second volet. Pour les rentes du volet antérieur, les modalités d'indexation sont différentes. Toi, tu as mentionné un petit point que j'ai oublié de mentionner dans mon mot du président. Les indexations, je vous rappelle, on va les calculer pour tout le monde, pour toujours. Donc, et les retraités et les participants actifs, les montants sont... L'actuaire, il va évaluer combien ça prend, puis c'est capitalisé. Là, on est capable de payer 100 % à tout le monde. Ça, certains financières demeurent comme elle est actuellement. Là. Même ceux qui ne sont pas encore à la retraite, on peut leur garantir 100 % d'indexation, mais on refait le calcul à chaque année. Comme ça, c'est une correction de marché. On peut s'ajuster. Ce n'est pas garanti, mais on le calcule pour tout le monde. Fait que ça, on s'assure d'être équitable envers tous. Donc, ici, bien, vous voyez encore une fois là, un peu plus d'exposition où on voit vraiment que la maturité est moins élevée dans le second volet avec un passif là, qui représente environ 20 % pour les retraités et les rentes différées. Et la majeure partie des obligations du régime sont pour des participants actifs. Il y a quand même une progression, là, puis ça fait 2 années consécutives, c'est un hasard, là, mais ça fait 2 années consécutives que la valeur du second volet, résultant pas des amendements, mais des rendements, puis résultant des cotisations, la valeur de l'actif et du passif augmente d'à peu près 23 % là, par année. Là. Donc, c'est un accroissement très rapide, étant donné que c'est un volet très jeune aussi, là, pas encore 10 ans d'expérience ou d'existence. Bien, ça fait en sorte que la croissance de ce volet-là, on le voyait tout à l'heure avec les bâtonnets, la projection 2032, là, dans un certain nombre d'années, le volet antérieur, lui, est en diminution, bien, le second volet va devenir le volet le plus important de votre régime de retraite. Donc, au niveau des cotisations, je l'ai abordé brièvement tout à l'heure, mais grosso modo, dans votre régime, ce qui est important de retenir dans la politique de financement, dans les dispositions du régime, les partis se sont entendus pour un budget global de cotisation au régime de retraite, où on parle d'une cotisation salariale de 8,8 % des salaires et de 9,5 % de cotisation patronale sur la masse salariale. Donc, cette cotisation-là est partagée entre la cotisation pour l'acquisition de nouveaux droits dans le régime, ce qu'on appelle la cotisation d'exercice, puis pour payer les frais là, reliés à l'administration du régime, pas les frais de placement, mais les frais là, reliés aux honoraires actuariels ou aux services aux participants. Et donc, ça, c'est la cotisation d'exercice et de frais, et d'autre part, la cotisation de stabilisation. Donc, vous voyez les taux qui vont être applicables à compter de 2026. 4,8 % de la cotisation salariale va être en cotisation d'exercice et 4 % va aller dans le compte de stabilisation qui sert également là, pour procurer l'indexation qu'on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, Martin. Donc, ça ferait le tour sur les données financières. Donc, on voit au niveau des placements, c'est volatile. On a une équipe solide qui suit tout ça avec nos gestionnaires. Au niveau des audits financiers aussi, on creuse pour s'assurer de tout comprendre qu'est-ce qui se passe, notamment au niveau des frais. On fait l'évaluation actuarielle pour s'assurer que notre actif et notre passif vont bien et qu'on est en très bonne santé financière. Fait que c'est très sécurisant, là, tous ces éléments-là. On va passer maintenant au rapport d'activité service à la clientèle. Donc, le micro est censé fonctionner. Donc, Isabelle, je te laisse le lutrin. Isabelle Moreau, qui est directrice service aux participants et actuariat. Isabelle, qui a une formation en actuariat, qui a 31 années d'expérience en administration de régime de retraite. Et c'est sa 3e année au bureau de la retraite. Je rappelle, les services à la clientèle, c'est comme le core business du bureau de la retraite. Il y a quasiment 50 % des employés qui travaillent pour cette direction-là. Donc, voilà, Isabelle, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ouais. C'est merveilleux. Alors, comme Boris l'a mentionné, sans l'équipe service aux participants, vous n'auriez pas les excellents services qui vous êtes offerts. Donc, moi, je vais faire état de l'année 2024. Au niveau des dossiers individuels traités, c'est à la hausse. C'est à la hausse, en fait, depuis que je suis arrivée au bureau de la retraite. C'est probablement comme ça aussi auparavant, mais ce qui explique beaucoup la hausse, c'est le nombre de nouveaux adhérents. Donc, depuis quelques années, le nombre de nouveaux adhérents au régime de retraite est à la hausse. Donc, si c'est à la hausse, ce n'est pas seulement pour remplacer les gens qui quittent vers la retraite, mais aussi parce qu'il y a un mouvement au niveau des participations. Donc, on a plus de calculs de cessation aussi à produire, donc de relevés d'événements. Et aussi, au niveau de l'année 2024, on a mis de gros efforts à traiter des demandes d'entente de transfert
suite à la fin de l'entente de transfert avec Retraite Québec, beaucoup de dossiers ont entré au bureau de la retraite. Donc, on a traité ces demandes-là en 2024, en plus d'estimations de rachat. Donc, c'est les principaux calculs qui ont été traités, calculs ou dossiers individuels au cours de l'année. Là, je n'ai pas le petit... Je le tourne. Merci. Oups. OK, parfait. Au niveau du service aux participants, ce qu'on vous offre, c'est tout ce que vous avez entre vos mains. Donc, tout ce qui va faire état de votre régime de retraite, c'est ce qu'on vous donne comme service au bureau de la retraite, c'est-à-dire les relevés annuels qui sont produits pour les retraités à la fin du mois de décembre et pour les participants actifs en juin. Là, on a été très, très limite de vous les transférer pour l'Assemblée annuelle, mais on a eu quelques petites choses que vous allez voir là, avec un amendement, des ajustements au niveau des données à faire qui a pris un peu plus de temps de notre côté. Donc, les relevés annuels des participants actifs et inactifs qui sont transmis au mois de juin, entre fin mai et mi-juin. On fait aussi des paiements de prestations, donc pour les retraités, toutes les rentes à chaque mois, ainsi que des paiements de prestations à des gens qui quittent le bureau de la retraite ou prestations de décès. On a des services de consultation. Donc, pour toute question que vous avez au niveau de votre régime de retraite, soit pour un événement à venir comme la retraite ou peu importe la question sur les dispositions, les conseillers au bureau de la retraite sont disponibles pour répondre à vos questions, que ce soit en virtuel ou en présentiel. On a aussi un portail qui est nouveau, qui nous a amené, oui, un changement, qui était un portail qui était disponible depuis 2012 auparavant, mais que l'on a changé en 2024. Sur le portail, vous avez aussi accès à vos documents, vous avez accès à l'information qui se trouve à vos dossiers, soit vos conjoints bénéficiaires, et aussi, éventuellement, vous allez avoir accès à la projection de votre rente de retraite. Donc, vous allez pouvoir aller simuler des prestations de retraite sur le portail. Il y a aussi des ateliers de formation qui sont donnés 2 fois par année, au printemps et à l'automne, ainsi que tout ce qui est les placements pour les cotisations accessoires et volontaires. Si je passe au niveau de la population, Martin en a un peu parlé, le volet antérieur, la population active est à la baisse. Si on veut, au niveau du volet antérieur, on parle de 40 des participants, des personnes participantes actives qui sont dans le volet antérieur, alors qu'au niveau des retraités, c'est la majeure partie sont dans le volet antérieur. Donc, les rentes sont principalement des rentes qui sortent du volet antérieur parce que la population était vieillissante dans ce volet-là. Puis, au niveau des participants qui sont inactifs, c'est un petit peu plus dans le second volet, donc on est à un peu plus que 50 dans le second volet de participants qui ont des droits dans le second volet versus le volet antérieur. Pour ce qui est des profils de la clientèle, pour les participants actifs, si vous regardez le graphique en haut à gauche, c'est un peu moins de la moitié des participants qui sont entre 45 et 54 ans. Donc, dans cette population-là, du volet antérieur, le gros de la population est entre 45 et 54 ans, alors que le reste de la population est réparti soit dans les participants plus âgés et les participants les plus jeunes. Dans ce cas-ci, on regarde le second volet, c'est plus une répartition 50-50 entre les participants de 45 ans et plus et 45 ans et moins. Au niveau des retraités, donc les graphiques du bas, on voit que la proportion de participants retraités de plus de 75 ans est très élevée dans le volet antérieur, alors que très peu de participants retraités ont moins de 65 ans dans ce volet-là, alors que c'est le contraire pour le second volet. La répartition des participants qui ont plus de 75 ans est très faible comparativement aux participants de moins de 65 ans dans le second volet. Est-ce que c'est un enjeu, Isabelle, ou c'est normal que ça soit comme ça? C'est tout à fait normal, puisque le second volet, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc moins de participants qui ont pris leur retraite, alors que le volet antérieur, c'est de la population vieillissante, donc plus de participants qui sont maintenant à la retraite dans ce volet. Les statistiques démographiques, petite coquille, là, c'est 257 nouveaux adhérents en 2024 et non 198, donc encore une fois un peu de hausse de nouveaux adhérents comparativement à la moyenne des 5 dernières années, mais toutes les autres statistiques, soit le nombre de décès retraités ou de remboursements de transfert, c'est similaire en 2024 comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Les outils de communication, c'est notre façon de communiquer avec vous. Il y a les communiqués trimestriels. Vous êtes avisés par courriel. Ils sont aussi disponibles pour les 4 derniers trimestres sur le site web du Bureau de la retraite.
les relevés annuels, comme je vous le mentionnais, qui sont transmis fin décembre et en juin fin décembre pour les retraités et juin pour les autres participants. On a aussi la brochure explicative qui se trouve sur le site web du Bureau de la retraite. Vous avez aussi des liens qui vous amènent vers cette brochure sur le relevé annuel. Ça vous explique plus en détail les dispositions du régime. Et on a des séances d'information pour les nouvelles personnes adhérentes 2 fois par année. Cette année, en 2024, on en a offert 2 à l'automne. Cette année, on a ajouté une présentation en virtuel au printemps. Il en reste 2 autres aussi à venir à l'automne 2025. Et le colloque de planification financière, on a eu l'année passée 2 colloques. Cette année aussi, il y a eu 2 colloques. Non, c'est pas vrai. Cette année, on en ajoute un. Donc, il va y avoir 3 colloques en 2025 pour la planification financière. Et finalement, le séminaire de préparation à la retraite qui est offert aux participants de 52 ans et plus, donc qui sont près de la retraite, qui sont offerts aussi aux participants au printemps et à l'automne. Le portail, cette nouveauté de 2024, sachez que c'est notre outil principal de communication avec vous. Du moins pour les participants actifs, tous les documents sont transmis via le portail. Vous pouvez aussi nous remettre des documents via ce portail, donc c'est important de s'inscrire, d'aller mettre à jour votre adresse courriel et de la maintenir à jour si jamais il y a changement d'adresse courriel. Le portail, vous avez vos relevés, tout autre document personnel. Vous avez aussi les informations relatives à la valeur mensuelle de votre compte, ceux qui ont des cotisations volontaires, des cotisations accessoires. Et comme je mentionnais, au courant de 2025, l'outil de projection qui va permettre de simuler les prestations à la retraite. Finalement, l'autre partie, s'il n'y a pas de questions sur service aux participants, ça va. Non, ça va. Ben oui, je peux peut-être en poser une. En fait, tu mentionnais qu'il y avait une hausse au niveau des participants, une hausse de dossiers aussi. Tu as juste mentionné, il y a quand même des ajouts de ressources qui ont été faits là, au bureau de la retraite au niveau des conseillers. Là. Oui, effectivement, on a une belle équipe maintenant. Présentement, on a 5 conseillers au bureau de la retraite pour répondre à la demande et 4 techniciens et 2 personnes à la réception pour assurer une réception 5 jours sur 5. Donc, une belle équipe qui a grossi, qui est en pleine expansion. Donc, des jeunes recrues en formation par nos conseillers plus seniors. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on s'adapte en fonction naturellement des demandes là, qui sont envoyées au bureau de la retraite. Donc, point 7, modification au règlement. Donc, c'est Isabelle qui va présenter ce point-là aussi. Il y a 2 amendements, un à venir. Quand il y a un amendement qui est fait, vous êtes informé dans les communiqués trimestriels, on le mentionne, c'est aussi indiqué dans votre relevé annuel, mais on doit aussi faire un résumé en faire mention à l'Assemblée annuelle. Donc, Isabelle va faire un bref survol de ces amendements. Un des amendements, je crois, qui a été présenté l'an passé, au risque de me répéter, donc c'est l'amendement 37 pour la suppression des reliquats de solvabilité. En fait, un régime de retraite, s'il n'est pas solvable à 100 %, on ne peut pas payer les prestations à 100 %. Il faut tenir compte du degré de solvabilité. C'était le cas auparavant. Pour les prestations de départ, c'est déjà prévu à votre texte de régime qu'on paie en fonction du degré de solvabilité. Donc, si le degré de solvabilité est à 95 %, on va payer 95 % des droits des participants lorsqu'ils sortent l'argent en cessation. Ici, je ne parle pas de retraite. Par contre, au niveau des décès et des ententes de transfert, donc des gens qui quittent, si on doit payer, il peut y arriver des situations où, là, à ce moment-là, même si le degré de solvabilité est en bas de 100 %, on doit payer 100 % de la prestation. Auparavant, on devait financer ces reliquats de solvabilité-là. Maintenant, on paye sans que ce soit une obligation de déposer immédiatement à la caisse le montant manquant pour payer les participants. Donc, c'est la suppression des reliquats de solvabilité. L'autre élément qui a été ajouté, c'est le traitement des rachats. Quand il y a un rachat qui est fait 6 mois après, dans l'intérieur de 6 mois après la fin d'une absence. Auparavant, c'était traité différemment au niveau du calcul du coût. On est venu préciser certaines informations dans le texte du régime. Donc, le coût pour ces types de rachats-là, dans l'intérieur de 6 mois après l'absence, c'est les cotisations salariales et patronales. Puis, il y a quelques éléments qui ont été ajustés aussi pour venir préciser des éléments au niveau des rachats. L'autre amendement, c'est un amendement numéro 38 qui est là depuis le 10 décembre 2024 et qu'on applique depuis cette date. C'est un amendement qui a été mis en place pour se conformer à une demande de Retraite Québec au niveau du règlement.
Auparavant, ce qui est écrit dans le texte du régime, c'est que tout nouveau rachat ou entente de transfert était considéré dans le second volet. Ça, c'était depuis 2021. Donc, les demandes de rachat-transfert, tout le service était reconnu dans le second volet. Suite à des discussions avec Retraite Québec, ils nous ont dit que ce n'était pas possible de faire comme ça. Donc, on est venu ajuster le texte du régime pour répartir le service entre les deux volets lorsqu'il y avait des demandes de rachat ou d'entente de transfert. Pour les gens qui avaient déjà fait des demandes avant cette date, on respecte les engagements malgré le fait qu'on ait dû ajuster. C'est un peu une des modifications, le transfert entre les volets qui était mentionné tout à l'heure par Martin. C'était pour ajuster cet élément-là, c'est-à-dire qu'on est venu prendre l'argent qui avait été déposé dans le second volet pour ces années de rachat-transfert-là, il était transféré. Donc, c'est vraiment transparent pour les participants parce qu'eux, les droits, ce qu'on leur avait promis, ils vont recevoir les prestations en fonction de ce qu'ils ont payé. Et suite à ce changement-là, on est venu aussi changer l'indexation. Donc, toutes les années qui sont reconnues maintenant dans le volet antérieur, suite à des rachats de transfert depuis le 10 décembre, vont être indexées selon les dispositions du volet antérieur. Et l'amendement à venir, c'est un nouvel amendement qui fait suite au dépôt d'un règlement pour les régimes, entre autres flexibles, de votre régime de retraite, les cotisations accessoires. Ce règlement-là permet de rembourser. En fait, c'est qu'on vient soustraire certaines dispositions de la loi RCR, de ces régimes de retraite-là à certaines dispositions de la loi RCR, ce qui fait en sorte que maintenant, on permet le remboursement des cotisations accessoires. C'est effectif depuis novembre 2024 et on l'applique déjà comme ça, malgré le fait que l'amendement n'est pas encore adopté. Donc, s'il y avait des demandes des retraites avec des cotisations accessoires, maintenant, on permet d'avoir le remboursement. Voilà. Merci Isabelle. C'est très technique, les cotisations accessoires. Là, pour ceux qui se posent la question, c'est la différence entre 9 % et votre cotisation. Donc, vous payez 8,8, il reste 0,2. Vous pourriez payer en cotisation accessoire au régime de retraite. On ne rentrera pas dans les détails, là, mais c'est ça. Puis juste mentionner au niveau des deux amendements 37-38, ça n'enlève aucun droit aux participants. Là. Des fois, on pourrait penser, on supprime les reliquats, donc il n'y a aucun droit qui a été supprimé à travers ces différents amendements-là. Merci beaucoup Isabelle pour la présentation. Donc, on tombe au point 8, petite manette. On va parler de politique de placement. Donc, je redonne la parole à Martin. Oui, à chaque année, on fait état s'il y a eu des changements à la politique de placement. Comme Boris le disait, c'est une des principales fonctions du comité de retraite, c'est d'établir la politique de placement et s'assurer qu'elle soit mise en application par la suite. Essentiellement, les changements qu'il y a eu, il y en a deux, c'est-à-dire au niveau du volet antérieur, le changement découle indirectement de l'achat de rente, étant donné qu'on voulait garder, ou le comité voulait garder plutôt le niveau de risque au même niveau. Vous voyez que les cibles ici, bon, là, vous ne voyez pas la différence, là, mais c'est des cibles qui ont été amendées par rapport au retrait d'à peu près, parce qu'en obligation provinciale long terme, là, qui est le deuxième élément, auparavant, il y avait une cible de 30 %. Et lorsqu'il y a eu les achats de rente au printemps dernier, ça a été financé uniquement par des ventes d'obligations long terme, parce que c'est le placement qui ressemble le plus à l'achat de rente en tant que tel. Donc, la cible de ce portefeuille-là est devenue ou a été abaissée à 8,7 %. Mais pour que ça redonne, parce que le fonds commun, l'équipe du bureau de la retraite qui gère les placements, eux, ne gèrent pas l'achat de rente parce que ça a été confié à un assureur. Bien, ça, c'est les nouvelles cibles à l'interne qu'on a pour gérer le 400 millions là, qui reste post-achat de rente. Donc, essentiellement, c'est le changement qu'il y a eu à la répartition stratégique des placements du volet antérieur. Le second volet, lui, il n'y a eu aucun changement à la répartition stratégique. Donc, c'est les informations qui vous avaient été présentées l'année dernière. Là, il n'y a eu aucun changement à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'achat de rente, juste rappeler là, certains paramètres par rapport à ça. D'une part, c'est ce qu'on appelle un achat de rente sans rachat des engagements. Ce que ça veut dire, c'est que les retraités qui ont été visés par l'achat de rente continuent de recevoir leur rente par le bureau de la retraite, par le régime de retraite. Ce n'est pas l'assureur qui envoie un chèque mensuellement aux retraités. Donc, c'est ce qu'on appelle le sans rachat des engagements, alors qu'à l'inverse, ça avait été avec rachat des engagements. Puis ça, légalement parlant, un régime de retraite universitaire ne peut pas le faire, là, mais dans certaines entreprises privées, ils font des rachats avec rachat des engagements, mais c'est l'assureur qui verse lui-même la rente aux retraités qui sont visés par la transaction. Donc, les participants restent des participants retraités, des participants au régime de retraite pourraient ultimement, s'il y a des modifications aux clauses d'indexation du régime de retraite, bien, même si
il y a une portion de rente qui est versée par un assureur. Bien, si l'indexation est bonifiée, bien, l'assureur, lui, il n'aura pas à verser plus parce qu'on lui a signé un contrat avec des conditions X d'indexation. Mais si l'indexation est bonifiée, bien, ça veut dire que c'est le régime de retraite qui va payer la différence entre ce que l'assureur retourne au régime mensuellement et ce qui va être versé aux retraités. Donc, essentiellement, c'est une décision d'investissement. Donc, on le voit là, en termes de pattern, excusez-moi l'expression, mais de réduction de risque en termes de type de placement. Le portefeuille du volet antérieur, on a passé d'une pondération X en actions qu'on a transigé vers des obligations. Puis l'étape suivante, c'était prévu à la politique de financement, c'est qu'un jour, on se dirige vers des achats de rente où là, on délègue complètement le risque d'investissement. C'est l'assureur, lui, il nous a chargé une prime X. Si demain matin, bien, pas demain matin, mais dans les prochaines années, il fait moins de rendement que prévu, c'est son problème. Nous, il nous assure que jusqu'au dernier retraité qui reçoit sa rente jusqu'à son décès, on va recevoir les montants en fonction de la prime qui a été payée en 2024. Donc, c'est un transfert du risque d'investissement, mais c'est également un transfert de risque de longévité, parce que si aussi l'actuaire de la compagnie d'assurance s'est trompé sur l'espérance de vie des retraités, bien, c'est son problème encore une fois. Pour le régime de retraite, pour le comité de retraite, bien, ce risque-là a été transféré aux assureurs, parce que vous voyez là, le dernier point de cette page-ci, il y a eu 2 assureurs qui ont été visés. La stratégie, on avait divisé le groupe de retraités en 6 cohortes. On a regardé lesquelles étaient les plus avantageuses de faire l'objet d'une transaction. Il y en a eu 2. Puis ça s'est fait avec 2 assureurs différents, là, donc à peu près moitié-moitié. IA pour une tranche et Sun Life pour la deuxième tranche. Et tel que c'est marqué au dernier point, ben c'est possible également qu'il y ait d'autres transactions similaires dans les prochaines années parce que c'est prévu dans la politique de financement, puis la politique de placement, elle aussi, au fur et à mesure que le volet va augmenter sa maturité, il pourrait avoir d'autres achats de rente. Également, l'autre élément qui a été mis en place dans la politique de placement en termes de modification, c'est la couverture du risque de taux d'intérêt. Donc ici, c'est un peu technique. On en a parlé tout à l'heure de la durée des placements obligataires avec Sébastien, là, parce que ça vient d'être implanté au niveau du fonds commun. Donc, on vise pour le volet antérieur une durée de 36 ans. Pour le portefeuille obligataire qui reste, là, le 8,7 que je vous parlais tout à l'heure, on vise d'augmenter la durée pour faire en sorte que lorsqu'il y a un mouvement de taux d'intérêt, bien, que le placement varie ou oscille dans une même amplitude que la provision actuarielle. Donc, c'est les durées qui sont visées maintenant. Puis ça va être mis à jour incessamment, là, parce qu'à chaque évaluation actuarielle, on va venir mettre à jour la durée qui est visée pour les portefeuilles obligataires, encore une fois, pour mieux couvrir le risque de taux d'intérêt. Donc, ça fait le tour là, des changements qu'il y a eu dans la politique de placement au cours de la dernière année. Merci, Martin. Petit résumé rapide, là, on a passé vite au niveau des allocations. Vous avez vu, dans le volet antérieur, là, il y a 45 des actifs qui sont en action puis en placement alternatif. Donc, on va placer des actifs de croissance ou risqués, il y en a 45 c'est 80 dans le second volet. Quand on vous dit qu'ils n'ont pas la même maturité, ils n'ont pas les mêmes politiques de placement, c'est vraiment le cas. Dans le rapport annuel, vous avez vraiment tous les détails là, de ventilation des différents placements. Donc, rapport d'activité maintenant, investissement durable, qui va être présenté par Sébastien. On fait beaucoup d'efforts au niveau de la divulgation d'investissement durable. Je l'ai mentionné, ça fait 20 ans qu'on a une politique, mais maintenant, donc, il y a une réédition qui est faite dans le rapport annuel, qui est faite sur le site Web, et on fait également l'Assemblée annuelle. Donc, Sébastien va nous entretenir quelques instants sur ce sujet. Parfait. Merci, Boris. Donc, ça fait plusieurs années, en fait, qu'on tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein de la gestion du fonds commun, mais les comités de retraite ont décidé de faire des efforts supplémentaires et de nous superviser formellement sur ces enjeux-là. Donc, il y a eu un comité qui a été mis en place. On a eu 2 rencontres en 2024. On en vient d'en avoir une, ça fait une semaine, en 2025. Donc, à la dernière rencontre, la semaine passée, on faisait état des activités qu'on avait eues pendant l'année 2024. Donc, la première chose, le premier élément de reddition de compte, c'est l'évaluation de l'importance de la gestion des risques ESG par les gestionnaires. Donc, lorsque j'ai rédigé le document, j'ai été un peu plus prudent, mais essentiellement, si on a un gestionnaire de placement qui ne tient pas compte des facteurs ESG, il ne sera pas engagé par nous. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est des facteurs fondamentaux de risque qui peuvent influencer les résultats économiques des compagnies et des différents investissements. Donc, si les gestionnaires n'en tiennent pas compte, pour nous, c'est un peu comme de la négligence. Donc, c'est des gestionnaires qu'on ne retiendrait pas.
La deuxième chose, c'est qu'on fait un suivi sur la façon dont nos gestionnaires actuels tiennent compte de ces facteurs-là. Donc, on vise à évaluer comment ils évaluent ces types de risques-là, comment ça affecte leur prise de décision au niveau des différents investissements qu'ils font. Et on obtient aussi une évaluation externe de Mercer sur les pratiques de nos gestionnaires. Donc, nous, on fait notre évaluation interne, on la dépose au comité. Mercer fait l'évaluation des pratiques de nos gestionnaires, on le dépose aussi au comité pour voir s'il y a des différences entre les deux. Essentiellement, Mercer confirme nos propres évaluations. Donc, ça donne un niveau de confort additionnel au comité. Ensuite, on fait faire l'exercice de nos droits de vote de façon centralisée par le groupe Investissement Responsable, qui est le GIR. Donc, essentiellement, on a préétabli avec d'autres investisseurs institutionnels une politique qui s'appelle Caucus. Et cette politique-là est utilisée pour diriger les votes que le groupe Investissement Responsable utilise. Donc, la politique Caucus, essentiellement, c'est une politique qui vise à favoriser une conduite responsable des entreprises, qui vise un conseil d'administration qui est indépendant et diversifié, des auditeurs indépendants, une rémunération adéquate des dirigeants. Évidemment, c'est pas pour s'assurer qu'ils soient assez payés, mais qu'ils ne soient pas payés de façon démesurée. Ensuite, le respect des droits de vote des actionnaires, une structure de capital qui favorise les actionnaires et non la rémunération des dirigeants, puis l'influence des actionnaires sur les questions sociales et environnementales. Donc, le GIR nous fait un rapport annuel. Donc, pendant 2024, le GIR a voté 283 votes pour nous et l'essentiel de tous les droits de vote qu'ils avaient à leur disposition. Au niveau de l'engagement actionnarial, on fait partie d'une initiative qui a été déployée par 15 universités pour des questions environnementales. Donc, essentiellement, c'est des fonds de dotation et des régimes de retraite d'universités canadiennes. Ils font des représentations auprès de diverses compagnies. Donc, au courant de l'année 2024, ils ont rencontré 15 compagnies que nous, on a en portefeuille et au-delà de 100 compagnies américaines et canadiennes pour des enjeux environnementaux. Donc, ils ont rencontré, exemple, les 6 banques à charte canadiennes pour des enjeux de financement durable et diverses compagnies dans notre portefeuille pour obtenir de la divulgation ou des mesures reliées aux gaz à effet de serre et d'intensité carbone. Ensuite, un des autres enjeux de reddition de compte, c'est l'empreinte carbone du portefeuille d'actions. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé en 2018. Donc, essentiellement, on a 3 mesures d'évaluation relative. Dans les 3 cas, ça va très bien. Donc, le premier engagement, c'est de réduire de 50% d'ici 2030 le niveau d'émissions qu'on avait en 2018. On atteint déjà cette mesure-là. Donc, on est confiant qu'on va se maintenir pour être en mesure de la rencontrer. Le deuxième engagement, c'est d'avoir un portefeuille que nos émissions de notre portefeuille d'actions soient inférieures à 70% de celui de l'indice de référence. On est autour de 50% présentement. En fait, on a une intensité carbone qui s'apparente à l'indice qui a des compagnies en portefeuille qui ont les meilleures pratiques environnementales. Donc, encore là, on est en bonne mesure, en bonne position pour atteindre cette mesure-là. Le troisième, c'est de viser à réduire d'ici 2030 l'intensité carbone qu'on avait observée en 2022. Encore là, ça diminue lentement année après année, mais on pense être en mesure d'atteindre cet objectif-là aussi, sans avoir à prendre des décisions au niveau des investissements eux-mêmes. Le troisième vecteur de reddition de compte, c'est au niveau de la meilleure communication. C'est qu'on fait beaucoup de travail en amont pour que nos gestionnaires tiennent en compte les facteurs ESG. Où on est moins bon, c'est au niveau de la communication. Donc, on a une section du site web qui est maintenant dédiée à cet effet-là. On va essayer de le rendre plus manifeste et de partager plus d'informations. On a une section dans le rapport annuel qui, d'année après année, se développe de plus en plus. Puis, on a aussi un point à l'Assemblée annuelle. C'est une reddition de compte que je suis en train de vous offrir présentement. Donc, c'est ce qu'on fait côté ESG. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette section-là en particulier.
peut-être prendre les questions à la fin. Je vois l'heure, là, puis Oui, c'est bien on correct. va finir tard. Merci, Sébastien. Très intéressant. Donc maintenant, un autre rapport d'activité, gestion des risques. Donc, c'est prescrit par la loi. On doit faire état de ce qu'on a comme procédure à l'interne pour gérer les risques. Alors, je repasse la parole à Martin. Merci. Donc, au niveau des risques, essentiellement, on vous parle à chaque année des risques financiers. Donc, je vais le refaire aujourd'hui. Puis, tout ça repose, bien entendu, sur, depuis 2019, un outil que le comité de retraite a à sa disposition, qui a été adopté par les instances, c'est-à-dire la politique de financement qui est requise là, par la loi depuis 2019. Cette politique-là vient, bien entendu, là, résumer les principes liés au financement du régime de retraite, mais identifier les principaux risques, puis quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour gérer justement efficacement les risques liés au financement du régime de retraite. Donc, essentiellement, là, on voyait un peu de ces informations-là avec la situation financière du régime de retraite dans l'évaluation actuarielle, mais c'est de se constituer des réserves et d'avoir des marges dans le taux d'actualisation que l'actuaire utilise. Donc, l'actuaire regarde la politique de placement du régime de retraite. Il dit, en fonction de cette politique-là, vous devriez faire un rendement de X % dans les 40 prochaines années. Mais en fonction de la politique de financement, si par exemple ça donne 7 %, on va établir une certaine marge, soit pour écart défavorable ou une marge de maturité, parce que le nouveau volet est relativement jeune, qui vont venir réduire le rendement qu'on va utiliser. Donc, au lieu de prendre 7, l'actuaire va peut-être utiliser 6 % pour constituer justement un coussin qui va servir ou qui pourrait servir à être utilisé dans des scénarios plus défavorables, comme on voyait avec les bâtonnets là, dans l'historique des 15-20 dernières années du régime de retraite. Donc, si on regarde, grosso modo, là, puis je n'irai pas dans les détails de tout ça, mais parce qu'on vous l'a déjà dit, là, le régime, les deux volets sont très bien provisionnés. On voit les différents mécanismes qui sont en place. Donc, pour le volet antérieur, il y a une réserve qui doit être minimalement mise en place. Là, puis si l'ordre est importante ici, c'est-à-dire qu'on doit, pour passer à l'étape 2, on doit avoir fait l'étape 1. Donc, la réserve minimale de 9 millions qui est prévue, bien, vous voyez là, que depuis un certain nombre d'années, cette réserve-là est atteinte, a été accumulée. Et on est dans la deuxième phase, c'est-à-dire d'augmenter la marge que l'actuaire utilise là, dans le rendement futur de la caisse de retraite. Donc, il y a une cible, la marge doit être suffisante pour réduire la probabilité en bas de 20 % que le régime soit en situation déficitaire dans le futur. Donc, la cible n'est pas encore atteinte, mais on voit que la marge a été quand même largement augmentée là, en 2024, est passée de 0,74 à 1,14 %. Et ça s'est fait, ça découle un peu là, du fait qu'il y a eu l'achat de rente. Étant donné que maintenant, on est revenu avec une politique de placement un peu plus agressive, bien, indirectement, on est venu prendre une marge plus importante pour avoir une situation encore à l'équilibre au niveau de la santé financière du régime de retraite. Ultimement, ou par la suite, il va y avoir une réduction des risques de la politique de placement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Là. Si on ne tient pas compte de l'achat de rente, on a encore une cible de 65 % en titre d'emprunt, mais vous voyez qu'à plus long terme, là, on viserait à être à près de 90 % en titre d'emprunt dans le volet antérieur. Et par la suite, bien, il y a la réserve, la loi requiert qu'avant qu'il y ait des améliorations au régime de retraite, par exemple, qu'on ait constitué ce qu'on appelle la provision pour écart défavorable. La cible en fonction des paramètres du régime à l'heure actuelle est de 28 millions, alors que la réserve qu'on détient au 31 décembre 2024 est de 11,5 millions. Et l'autre élément qui peut être regardé, en fait, lui est indiqué en 5 là, au niveau de l'achat de rente, mais la politique de financement prévoit que s'il y a un scénario favorable, même si on n'a pas atteint les 4 premiers critères, on peut réaliser un achat de rente. C'est ce qui a été fait en 2024. En 2023, on vous en avait parlé là, que c'était quelque chose qui était en vigie par le comité de retraite. Ça s'est concrétisé, comme on l'a déjà mentionné, en 2024, avec l'achat d'à peu près le tiers là, des engagements qui étaient pour les retraités au 31 décembre 2023. Pour le second volet, ici, là, les objectifs sont tous atteints. C'est pour ça qu'on est au quatrième élément en termes de bonification des dispositions du régime de retraite avec l'indexation ponctuelle. Donc, on voit que la marge de maturité est pleinement atteinte. La provision pour écart défavorable également de 0,63 % ici, c'est l'objectif de 2024 est atteint. Et le fonds, la réserve minimale que la Retraite Québec requiert dans le régime de retraite ici est de 13 millions, alors que le fonds de stabilisation est de 57 millions, donc largement supérieur à ce que requiert Retraite Québec avant de parler d'amélioration des dispositions du régime. Donc, ce qui permet d'indexer à chaque année
En fait, étant donné qu'on a une évaluation actuarielle annuellement, on vient octroyer une année de plus d'indexation parce que c'est toujours maximum 3 ans qu'on promet ou qu'on garantit plutôt l'indexation du second volet. Donc maintenant, c'est garanti jusqu'au 1er janvier 2028. Mais avec tout ça, le comité de retraite pourrait déjà prévoir une réduction du risque de la politique de placement. Pour l'instant, c'est le statu quo. Avec le nouveau conseiller en placement, là, il y a des analyses qui sont en cours pour peut-être regarder différentes alternatives, mais c'est quelque chose qu'on pourrait déjà faire, c'est-à-dire commencer déjà à réduire le risque de la politique de placement alors que le volet a seulement 10 ans, à peine 10 ans d'existence. J'ai ajouté aussi une page pour vous parler un peu de la gestion des risques de façon plus globale, parce que c'est un exercice complet qui a été fait par le comité de retraite fin 2024, qui a été finalisé au début de l'année 2025. Et on voit là, que le comité de retraite, parce que oui, c'est bien beau, les risques financiers, mais il y a plein d'autres risques dans un régime de retraite. On vous en énumère ici les principales catégories que le comité a regardées, mais tout ce qui est en lien avec le calcul des prestations, les cyber-risques, la protection des renseignements personnels. En tout cas, il y en a, le comité a passé presque une réunion entière, un atelier, à regarder ces différents risques-là. Et vous avez un peu à droite, qu'est-ce qui est regardé, c'est-à-dire pour chacun des risques ou des familles de risques, on regarde quelles sont les conséquences potentielles si un risque survient dans ces différents événements-là. C'est quoi la probabilité que ça survienne? Donc, il y a l'ampleur du dommage, mais aussi la fréquence. Si ça arrive une fois aux 50 ans, ce n'est pas la même chose qu'un calcul de prestation. S'il y a une erreur dans une feuille de calcul, ça va être tous les calculs qui vont être erronés. Donc, le dommage monétaire est peut-être moins important, mais la fréquence, elle va être beaucoup plus importante. Donc, les deux dimensions doivent être regardées. On regarde également c'est quoi l'évolution du risque au cours des dernières années, c'est quoi les tendances à long terme, et on regarde l'efficacité de tous les contrôles qui sont en place au niveau du bureau de la retraite, au niveau des fournisseurs de services, etc., pour finalement vraiment se concentrer sur le risque résiduel. Parce que si on a des contrôles très robustes, bien, le risque résiduel, lui, on peut l'accepter tel quel, ou on peut décider qu'on le transfère, comme l'achat de rente. Bien, le risque de longévité, bien, il y a une portion du risque de longévité qu'on a décidé de le transférer à un assureur. Donc, c'est un exercice complet qui est fait par le comité de retraite aux 3 ans, mais qu'on essaie de plus en plus de rendre de façon plus périodique. Donc, maintenant, trimestriellement, le comité de retraite a la grille de résultats de cette évaluation-là et on essaie de popper, si on veut, s'il y a des éléments qui sont survenus dans le dernier trimestre pour vraiment avoir une gestion plus continue des différents risques auxquels fait face le régime de retraite. Merci beaucoup, Martin. Chacun sa tasse de thé. Moi, j'aime mieux les chiffres que la gestion des risques, mais on doit le faire. C'est tout qu'un exercice, je peux vous le dire. Heureusement, il est fait et il est très bien fait. Donc, point 11, gouvernance. Alors, c'est moi qui vais parler de ce petit point-là, juste faire mention de quelques éléments de gouvernance. Il y en a beaucoup qu'on a parlé déjà. Est-ce que j'espère que vous sentez que le régime est bien administré, il est bien géré? On va rajouter une petite couche là-dessus, juste pour mentionner qu'on a un règlement intérieur. Donc, ça définit toutes nos règles de régime interne. C'est un document de 80 pages qui définit plein d'éléments, qui est mis à jour annuellement, notamment la gestion des risques. Là, il y a beaucoup d'éléments qui sont intégrés dans notre règlement intérieur, qui est disponible d'ailleurs si vous voulez le consulter sur le site Web. On a aussi naturellement un suivi des délégations puis de nos fournisseurs de services. Donc, on ne va pas juste déléguer, on va évaluer le travail qui est fait, est-ce qu'il est bien fait. Fait qu'à chaque année, on va évaluer nos fournisseurs de services. S'il y a des choses à améliorer, bien, on va demander de les améliorer. Si ça ne s'améliore pas, bien, on va changer naturellement. Fait qu'il y a un suivi qui est fait avec des rapports de conformité, des rapports d'activité, un suivi annuel. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout soit fait adéquatement. J'ai parlé de l'équipe interne du bureau de la retraite, là, hors pair, je le mentionne encore. On s'ajuste, là, on essaie d'être agile. Là, je dis « on », mais c'est pas moi, c'est vraiment l'équipe qui fait tout ça, d'ajuster des personnes aux besoins. C'était le cas dans l'équipe service aux participants. Puis la nouvelle direction, la nouvelle structure avec les 3 directeurs reste en place depuis 3 ans. Puis ça fait très bien le travail. Déclaration potentielle de conflit d'intérêts. Donc, on doit s'assurer que tous les intervenants, donc pas juste au comité de retraite, mais aussi au conseil d'administration, en fait, tous les comités qui gravitent autour du bureau de la retraite, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc, il y a des déclarations à remplir annuellement, puis il y a même des déclarations qui doivent être faites à chaque rencontre, parce qu'il faut pas avoir un point ad hoc qui arrive à l'ordre du jour d'une rencontre, là, oups, je pourrais avoir un conflit d'intérêts avec ce point-là spécifique. Donc, on s'assure qu'il n'y en ait pas. Et il n'y en a pas, donc avec les déclarations qui ont été faites par tous les membres, là, il n'y a aucune déclaration de potentiel de conflit d'intérêts à déclarer.
Et finalement, juste mentionner que le Bureau de la retraite est sujet à la loi de la protection des renseignements personnels, comme tout autre organisme. C'est Martin qui était responsable, donc c'est le directeur général. C'est maintenant Pascal Simard qui en est la responsable. Et bien, c'est la loi 25, je pense, sur les renseignements personnels. Donc, on est soumis à cette loi-là également. On arrive au point 12, qui est l'élection des membres du comité de retraite. Donc, en introduction, je vous disais, il y a 4 membres qui sont nommés par l'Assemblée, 2 par les personnes participantes actives, 2 par les personnes participantes non actives. Il y a un mandat qui arrive à échéance, qui est celui de Louise Barbeau, qui se termine cette année. Louise nous a signifié son souhait de ne pas renouveler son mandat. Donc, Louise, je veux te remercier beaucoup pour toutes tes années au comité. Louise, qui est comptable de formation, qui avait un œil et une rigueur exemplaires dans le travail et dans l'analyse des documents. Donc, merci beaucoup, Louise, pour ta participation. Donne-moi un applaudissement, s'il vous plaît. Donc, ce faisant, on a une procédure de mise en candidature, donc un formulaire qui est envoyé avec la convocation. On demande aux gens de déposer des candidatures. Il n'y a aucune candidature qui a été reçue avec la procédure qui était proposée. Ceci étant dit, c'est vos participants. Dans le fond, c'est vous qui nommez les participants au régime de retraite. Donc, l'Assemblée est souveraine, peut décider d'un processus de nomination. Et après l'échéance du 1er juin, donc il y a 2 personnes qui se sont manifestées pour devenir au comité de retraite. Donc, il y a Jean-Grégoire Voyer, qui est le représentant actuellement des personnes inactives sans droit de vote. Donc, Jean se proposerait pour représenter les personnes inactives avec droit de vote. Et on a M. Christian Pellerin qui se présenterait pour représenter les personnes inactives sans droit de vote. Donc, ça, c'est les propositions que j'ai. Donc, il pourrait y avoir d'autres personnes qui se présentent, naturellement, là, on pourra faire un vote. L'Assemblée pourra décider qu'on peut nommer les personnes avec un vote actuellement. Et comme ce n'est pas les participantes non actives, c'est juste les participantes non actives qui ont le droit de décider de la procédure et du vote. Donc, moi, c'est ce que je vous proposerais. Puis, pour alléger les choses, s'il n'y a pas de conflit ou de gens qui se manifestent, je pourrais vous demander si l'Assemblée est d'accord avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous manifestez. Et ensuite, on verra le degré de... en fait, on entendra ce que vous avez à dire. Et ensuite, passer au vote s'il y a lieu. Sinon, mais ce seraient les gens qui sont élus par acclamation. On pourrait commencer avec la procédure si l'Assemblée est d'accord pour la procédure. Donc, on pourrait nommer séance tenante les membres pour représenter les participantes non actives, les personnes participantes non actives. Alors, s'il y a des gens qui veulent se manifester contre cette procédure-là, le mentionner, s'il vous plaît. En ligne, ça va? Personne? Très bien. Donc, on y va avec la procédure. Donc, Jean-Grégoire qui serait pour représenter les personnes participantes non actives avec droit de vote et M. Christian Pellerin pour les personnes participantes actives sans droit de vote. Donc, est-ce que quelqu'un demanderait le vote sur ces représentants-là? Ou est-ce que quelqu'un d'autre voudrait se présenter? Ça va en ligne? Donc, les 2 personnes sont élues par acclamation. Félicitations. Bienvenue. On serait rendu au point 13, période de questions / clôture de l'Assemblée. Donc, allez-y, s'il y a des gens en ligne ou en personne qui ont des questions, vous pouvez vous manifester. On va rester à l'avant aussi si vous préférez venir nous voir, là, ça va nous faire plaisir. Ça va en ligne? Bien, merci beaucoup tout le monde encore une fois pour votre présence. Désolé pour cette assemblée qui a étiré un petit peu. J'espère que les sujets ont quand même été intéressants et pertinents pour vous. Alors, on vous dit à l'année prochaine.